à tous, Christelle Roger. Alors, nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce 4e webinaire de la série des 7 webinaires portant sur la transition écologique inclusive. Un mot sur le plus important, c'est un think tank et un action lab de statut associatif et indépendant. Il réunit une communauté de plus de 200 experts pluridisciplinaires et qui sont tous catalysés par le désir de dessiner un futur soutenable, juste et surtout possible pour tous. Vous pouvez consulter nos différents rapports sur notre site, ainsi que la date des prochains webinaires notamment. Et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Nathalie Bernard de notre collectif. Alors, pour commencer, la transition écologique s'impose désormais à tous comme une obligation. Climat, raréfaction des ressources, notamment en eau. Par exemple, les experts s'accordent à dire que dans le Jura, en 2050, et d'ici 2050, il fera le climat de la Toscane, et puis quelques années après, celui de la Grèce. Ce que cela implique, c'est une reconception de nos modèles économiques et de production. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous? C'est que les amateurs de comté et des mentales, vous pouvez faire un stock dès à présent. Parce qu'en fait, on n'aura plus la possibilité de produire ce type de fromage, qu'elle sera complètement impossible d'élever des vaches laitières par un manque de fourrage et surtout un manque d'eau. Et on retrouvera peut-être davantage des petites espèces résistantes comme les chèvres, comme on trouve actuellement des chèvres en Grèce. Et en plus, les crises étant complètement systémiques, les experts nous laissent penser que le virus de la Covid risque d'avoir des petits frères, par exemple, qui vont s'échapper du dégel du permafrost. Alors, ce que ça veut dire, c'est peut-être se reposer des questions, notamment sur la pertinence du paradigme du toujours plus, le fait d'avoir un appétit de ressources sans limite dans une compétition totalement acharnée, que Platon appelait la pléonexie. Et est-ce que c'est encore d'actualité, justement? Comment converger tous ensemble vers un modèle plus juste, un modèle qui ne laisse pas sur le bord de la route une partie de nos concitoyens, notamment les plus fragiles? Comment concilier le triptyque équationnel infernal, écologie, sociale, économie? Alors pour y répondre, nous avons le plaisir de convier aujourd'hui 4 parties prenantes de la transition écologique. Et avant de les présenter et de leur donner la parole, on vous propose de structurer le débat selon 4 niveaux d'approche. Premièrement, une vision stratégique des pouvoirs publics et des territoires avec Huguette Tiegna. Ensuite, l'illustration d'un modèle transitionnel possible, la permaéconomie avec Emmanuel Delannoy. Et ensuite, nous aborderons le point de vue des acteurs du développement durable dans le cœur de réacteurs de l'entreprise au quotidien avec Fabrice Bonifay sur un certain nombre de cas concrets. Et pour finir, un coup de projecteur sur un secteur plutôt clé et sous tension, celui de l'alimentation avec Éric Soubeyran, qui nous expliquera comment tendre vers une agriculture peut-être plus régénératrice et inclusive, voire relocalisée. Alors, ce webinaire va durer 1 heure. Une première intervention de nos 4 invités jusqu'à peu près 12h15, qui vont s'exprimer bien sûr sur le sujet. On aura encore ensuite 15 minutes dédiées aux questions-réponses et on vous invite à poser vos questions via le chat. Je crois que vous avez bien et vous voyez bien le lien. Alors, tout d'abord, je vais commencer avec vous, Huguette Tiegna. Madame la députée, vous êtes députée de la seconde circonscription du Lot et membre de la commission des affaires économiques, présidente du groupe d'économie circulaire, du groupe d'études économie circulaire et économie verte à l'Assemblée nationale. Vous avez également un parcours en R&D dans une PME locale du secteur de l'ingénierie énergétique. Alors, Madame la députée, à votre avis, est-ce que l'urgence économique en sortie de crise permet de concilier enjeux de transition écologique et lutte contre la précarité, par exemple? Merci Christelle, merci à les plus importants de nous faire revivre l'anniversaire du colloque de l'année dernière et toujours continuer à travailler sur les sujets liés à la transition écologique, mais aussi à l'inclusion dans nos territoires. Effectivement, vous avez posé une question très importante parce qu'il faut se souvenir que le mouvement des Gilets jaunes a démarré avec la taxe carbone et que c'est aussi parce qu'il y avait beaucoup de questions liées à la précarité. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une autre forme de guerre qu'on appelle le Covid-19 qui contribue aussi à accélérer en quelque sorte une forme de précarité
et nous devons justement veiller à ce que cet impact-là soit limité. On voit bien que la crise du COVID-19 accélère les changements des comportements des citoyens et des consommateurs. Ils sont préoccupés aujourd'hui par des enjeux tels que la consommation locale, comment favoriser les circuits de proximité et aussi comment relocaliser certains secteurs d'activité stratégiques pour notre pays. Et ceux qui vivent aussi en ruralité entendent bien sûr un geste de la part de l'État pour qu'on puisse trouver des solutions à une agriculture alternative. En tout cas, c'est ce qui est remonté, c'est ce qui m'est remonté par rapport à ce que j'ai vu sur mon territoire. Dans le plan de relance, il y a une réponse à cette urgence, puisqu'il y a 100 milliards d'euros qui sont engagés, notamment pour allier la transition écologique et la création d'emplois. Parce que cette crise sanitaire nous a montré aussi que nous devions accélérer la transition écologique d'une part, mais préparer en même temps la société de demain. Et c'est pourquoi, à mon avis, le plan de relance tient compte de la lutte contre cette précarité dans la mesure où il y a un tiers des finances qui sont allouées à la transformation écologique, mais aussi au volet emploi, puisqu'on est censé créer 160 000 postes d'ici 2021. La transformation de notre société, elle doit socialement être juste, parce que dans votre présentation, vous avez effectivement parlé d'éventuels petits frères au COVID-19 qui vont peut-être arriver. Et je pense que nous gagnerons justement à lutter en même temps contre la précarité et en même temps développer des sociétés d'avenir. Je veux dire là que des sociétés qui s'inspirent vraiment de la nature pour pouvoir évoluer. Donc, pour moi, l'urgence aujourd'hui, c'est de relier les différents sujets, qu'ils soient sociétaux, environnementaux, économiques et financiers. Et je pense que, puisque nous sommes dans un élan de recréer de l'emploi, d'accompagner des entreprises, il est vraiment temps que nous puissions réconcilier économie et écologie avec la création d'emplois sur nos territoires, mais aussi en nous inspirant du vivant grâce à des méthodes qui existent déjà, qui sont des méthodes biomimétiques. Voilà ce que je peux vous répondre de ce qu'il y a dans le plan du fait que dans le plan de relance, il y a des aspects qui permettent de lutter contre la précarité. D'accord. Et alors, justement, selon vous, puisque vous êtes actrice de territoire, donc vous le vivez au quotidien, est-ce que, par exemple, que ce soit dans le Lot, hein, par exemple, en termes de soutien aux populations les plus défavorisées, celles qui sont les plus éloignées de l'emploi depuis un certain temps, est-ce que, y a une action possible des territoires? Est-ce que on arrive à peut-être à régler le problème ou à solutionner le problème qui est devant nous, ou dans lequel on est dedans, mais le problème aussi de demain, post-crise? Oui, il faut savoir que les territoires, notamment les collectivités, sont les acteurs qui sont au plus près des citoyens dans nos territoires. Ils organisent en quelque sorte l'implantation des entreprises sur le territoire, mais ils y participent directement aussi. Parce que, par exemple, concernant la transition écologique, on sait que les collectivités ont une responsabilité directe sur 15% des émissions de gaz à effet de serre. Et sur leurs prérogatives pour lesquelles ils ont les moyens de recruter aussi des citoyens, je vais parler de la gestion des déchets, le transport, mais aussi au niveau du patrimoine comme le bâtiment. On a parlé, l'année dernière, nous avons voté la loi qui permet de mettre les moyens dans le domaine de la rénovation, et elle revient encore dans le plan de relance. Donc, les collectivités, par ces biais-là, ont aussi des compétences, ou on va dire
ils ont l'occasion d'investir aussi dans la transition écologique tout en créant justement de l'emploi vers les populations les plus démunies. Avant cette crise, il y avait déjà des initiatives qui étaient en place. Je vais notamment parler de la gestion des déchets, puisque l'année dernière, notre conférence avait aussi parlé de l'inclusion par l'économie circulaire. Donc, dans le Lot, nous sommes aujourd'hui l'un des départements les plus performants en matière de gestion de tri. Et ça, c'est grâce à un acteur qui s'appelle le CIDED. C'est un syndicat départemental qui s'occupe du tri et de la gestion des ordures ménagères. Mais on voit bien que c'est l'action de chacun, de chaque lotois ou de chaque citoyen qui permet d'y arriver. Donc, le besoin que les collectivités recrutent les citoyens pour les accompagner dans cette gestion-là. On voit aussi que, par exemple, pour la gestion des espaces naturels, on a besoin de recruter et surtout pour le Lot, on a 70% du territoire qui est couvert. Et on peut effectivement créer de nouveaux emplois dans ce domaine-là. Et puisque la formation concernant ces aspects n'est pas forcément des formations très qualifiées, donc je pense qu'on peut arriver à recruter des personnes qui sont en situation de précarité. Et avant le plan de relance aussi, il y a eu un certain nombre de mesures en direction des citoyens les plus modestes, on va dire. Le soutien, par exemple, ou les aides pour la prime automobile. Et concrètement, dans les Lot, en 2019, il y avait 2000 lotois qui ont pu bénéficier de cette prime-là pour un montant moyen de 1 877 €. Et vous voyez aussi que dans le plan de relance, ces aspects sont toujours importants. On a parlé la dernière fois du changement des chaudières, mais on voit vraiment qu'il y a une partie de la population qui se pose des questions quant à pourquoi supprimer, par exemple, des chaudières alors qu'ils sont toujours fonctionnels. Donc, il faut toujours qu'on arrive à aider les personnes les plus précaires pour qu'on essaie d'avancer ensemble dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, les territoires sont au cœur de ce changement-là. Et moi, je ne doute pas qu'avec la nouvelle donne créée par le COVID-19, ils vont encore peut-être pouvoir monter en puissance pour vraiment faire en sorte qu'on lutte contre la précarité tout en investissant dans le domaine de la transition écologique. D'accord, merci Madame la députée. Alors, avant de vous poser une troisième question, peut-être pour revenir ensuite sur les initiatives de l'Assemblée nationale en détail, je vais laisser la parole à Nathalie qui va interviewer nos autres intervenants. Merci Christelle. Et donc, merci Huguette Yegna pour votre témoignage sur les territoires et le rôle du gouvernement. Et je passe la parole du coup à Emmanuel Delannoy. Emmanuel, vous vous consacrez au développement durable depuis plus de 20 ans. Vous avez créé l'Institut Inspire en 2008 et Picaya plus dernièrement. Donc, vous vous intéressez au modèle économique innovant, le biomimétisme, la biodiversité. Et donc, votre dernier livre traite d'un sujet que Madame Tiegna a mentionné, qui est la réconciliation entre économie et écologie. Donc voilà, notre question est celle de notre webinaire, c'est comment est-ce qu'on peut intégrer les plus fragiles dans la transition écologique, alors qu'elle peut des fois être source d'exclusion. Et puis, si vous avez des exemples concrets en tête à partager avec nous. Alors, je dirais que le premier niveau de réponse qu'on a souvent tendance à faire par rapport à ça, c'est dire qu'il faut plus de pédagogie. Et en fait, ce n'est pas seulement plus de pédagogie, il faudrait peut-être aussi clarifier le projet en amont. Finalement, quand on parle de transition, on est sur quelque chose qui est tellement vague qu'on parle de transition écologique. Alors maintenant, on parle de transition écologique et solidaire, mais en fait, une transition, c'est un passage d'un état à un autre. Et là, en fait, on ne comprend pas bien de quelle transition on parle, de quoi on part, à quoi on a envie ou on est prêt de renoncer.
et vers quoi on va, vers quoi on est censé tendre nos désirs finalement. Et je crois que le gros malentendu de la transition, en fait, la transition ne peut pas être inclusive si on n'a pas d'abord créé un élan et un désir qui soient partagés. Et ça, c'est l'énorme problème, c'est qu'à un moment donné, on va demander, il ne faut pas se voiler la face, on va avoir tous à renoncer à un certain nombre de comportements, on va avoir tous à renoncer à un certain nombre de choses qui font notre quotidien aujourd'hui et qui relèvent finalement d'une représentation du monde qui est, enfin voilà, en tout cas c'est comme ça que je le pense, qui est désuète. C'est-à-dire qu'un rapport à la nature, qui est fondé sur un rapport de domination, qui est fondé sur un rapport de conquête, qui est fondé sur un rapport de course à la puissance, ça nous amène à ce mode de consommation finalement où on assimile systématiquement plus à mieux, plus puissant, plus rapide, plus gros, hein, finalement. Il n'y a qu'à voir les voitures dans la rue, elles sont de plus en plus grosses, de plus en plus puissantes, alors qu'on n'a absolument pas besoin de cette puissance-là. Mais tout ça crée une sorte d'imaginaire collectif. Et malheureusement, c'est beaucoup plus fort, cet imaginaire collectif, cet inconscient qui est en train de se créer, que toute la communication qu'on pourra avoir sur la transition écologique. Donc, la première chose à faire, peut-être, c'est de mieux définir de quoi on parle, vers quoi on va. Et donc, si on définit vers quoi on va, les éléments du choix doivent être clairs aussi, c'est de dire, voilà, on veut aller vers ça, mais comme choisir, c'est renoncer, ça suppose qu'on va avoir à renoncer à ça. Et je reviens à la permaculture ou à la permaéconomie, parce que c'est finalement une image et une métaphore qui peut être assez puissante. Malheureusement, quand vous parlez d'économie circulaire, enfin quand nous, hein, quand on parle de changement climatique, quand on parle d'économie circulaire, etc., la rhétorique, elle est quand même toujours sur un peu une notion de contrainte. Il faut réduire les flux, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il va falloir faire des sacrifices. Alors, évidemment, ça ne fait pas envie, ça ne mobilise pas les foules. Et puis, chacun a toujours tendance à regarder le voisin en disant « oui, mais moi, je suis un petit citoyen comme les autres, etc. » Et puis, c'est toujours quelqu'un d'autre à côté, le voisin, celui qui est plus riche, celui qui est plus gros, ou l'industriel du coin, etc., qui va être le gros pollueur qu'on va dénoncer. Et on va toujours trouver une bonne excuse pour ne pas forcément faire, puisque forcément, on est sous l'angle de la contrainte. Si, à nouveau, on exprime les choses en termes de désir, et de dire, voilà, on peut aller vers ça. Et globalement, si je change de sujet, je suis dans le même sujet, je parle du vivant, je parle de la biodiversité, et finalement, je regarde un peu la permaculture, restaurer la biodiversité, remettre du vivant dans notre vie quotidienne, c'est vivre mieux, c'est manger mieux, c'est être en meilleure santé, c'est avoir des villes qui soient plus accueillantes, et en gros des villes végétalisées, des villes où on va relocaliser un certain nombre de fonctionnalités écologiques, des villes qu'on va en partie désimperméabiliser, des villes dans lesquelles on va lutter contre les îlots de chaleur en créant des ombrages, de la végétalisation, vont être des villes qui vont être plus accueillantes pour l'ensemble des habitants. Des villes dans lesquelles l'espace sera plus partagé vont être des villes plus conviviales aussi. Et l'inclusion, elle commence par là. Elle commence par des représentations qui vont être un petit peu irrationnelles, et elle doit bien sûr se prolonger par des activités économiques. C'est-à-dire que quand on parle, et ça a été évoqué par Madame la députée, quand on parle d'économie circulaire, on parle forcément aussi d'économie inclusive, on pourrait parler d'économie sociale et solidaire. On a des activités pour lesquelles finalement le retour sur investissement en termes d'emplois créés vont être souvent très favorables par rapport aux anciennes activités du modèle industriel, productif ou extractiviste. Je donne juste un exemple, les activités de réparation, par exemple, vont générer, aux millions d'euros de chiffre d'affaires réalisés, beaucoup plus d'emplois localisés, souvent d'emplois peu ou faiblement qualifiés, en tout cas des emplois pour lesquels on peut former les gens relativement rapidement. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui le boom de la réparation vélo, par exemple, qui a créé énormément d'emplois. Et simplement le fait d'aller vers la mobilité douce, voilà, c'est pour le coup vraiment une économie inclusive. Si biodiversité, par exemple, j'ai dirigé un rapport il y a quelques années qui m'avait été commandé par Ségolène Royal. On avait démontré que pour chaque million d'euros d'argent public investi dans la préservation ou la restauration de la biodiversité, on allait jusqu'à créer 19 emplois, qui sont des emplois localisés, faiblement qualifiés, encore une fois, des emplois sur lesquels on peut former des gens rapidement. Voilà un exemple de transition écologique inclusive.
le réinvestissement dans ce bien commun qui est la biodiversité, c'est un réinvestissement qui est nécessaire à l'ensemble de la société, qui est nécessaire au succès de la transition écologique et qui, à court terme, de manière strictement immédiate, peut embarquer énormément de gens, peut créer des emplois. Donc on a quand même des choses qui ne sont pas binaires, ce n'est pas un choix entre transition écologique et transition sociale, le tout est de clarifier les termes. Et je vais, pour conclure, puisqu'on parle de permaculture et de permaéconomie, ce qui est intéressant, c'est que quand on est dans un projet de permaculture, et là je me place vraiment dans le jardin, mais vous verrez, ce n'est pas juste une métaphore, le jardinier en permaculture n'est pas quelqu'un qui va chercher à piloter en permanence son jardin, n'est pas quelqu'un qui va chercher à créer un jardin qui va être en permanence sous perfusion d'irrigation, d'intrants, d'intervention humaine, de désherbage, etc. Au contraire, il va chercher à créer un système productif qui va être le plus possible autonome. Et finalement, en permaculture, on passe son temps, alors non pas à faire les choses, mais à préparer le terrain pour que les choses se passent, pour que les choses soient possibles. Et je pense que c'est exactement ça qu'il faut faire en transition écologique. Ce n'est pas forcément chercher à vouloir tout contrôler, c'est au contraire miser sur l'autonomie, miser sur la capacité d'initiative des citoyens, miser sur les acteurs locaux notamment, en créant les conditions pour que les choses puissent arriver. Et ça change un petit peu la manière d'envisager la coopération finalement entre les hauts niveaux de l'État, les collectivités territoriales, les associations, les incubateurs, les entrepreneurs, etc. L'idée, c'est pas forcément d'être dans une logique de diriger, c'est pas forcément d'être dans une logique de créer des appels à projets, par exemple, dans lesquels les critères sont fixés de manière très descendante tout en haut dans des services administratifs de l'État. L'idée, c'est au contraire de chercher à trouver des points de convergence entre des initiatives qui veulent s'exprimer et la manière dont on va pouvoir accélérer l'impulsion et la diffusion de ces initiatives. Donc, merci beaucoup Emmanuel, c'était très clair et vous avez bien illustré le lien entre nos thématiques de ce jour et le principe de permaéconomie. Donc je vais passer la parole à Christelle et Fabrice et puis on reviendra éventuellement avec d'autres questions en deuxième partie du webinaire. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Alors, Fabrice Bonifay, vous êtes président du C3D, le Collège des directeurs du développement durable, et vous êtes par ailleurs en charge du développement durable pour le groupe Bouygues. Alors, vous avez une vue transversale sur l'ensemble des secteurs et ce que peuvent les acteurs de l'économie et des entreprises, notamment en matière de résolution de problèmes dans ces crises systémiques. Alors, à votre avis, Fabrice, comment intégrer les plus fragiles dans une transition écologique qui est parfois ressentie comme punitive pour un certain nombre de la population et de nos concitoyens? Et qu'est-ce que peuvent faire notamment les entreprises concrètement? Alors, ce qu'on propose, en tout cas chez Bouygues et au travers du C3D, c'est de travailler sur les nouveaux modèles économiques, parce que tout ça, c'est une question de modèle économique. Alors, je vous donne un exemple, parce que ça permet de sortir des réalités évidentes. On travaille actuellement sur ce qu'on appelle les logements ultra-sociaux, qui consistent en fait à travailler sur des modèles constructifs basés sur la construction dite modulaire pour baisser les coûts de construction, parce que si les coûts de construction sont hauts, eh bien forcément les loyers seront plus élevés. Et on travaille aussi sur des modèles qui permettront en fait de mettre à disposition des gens qui viendront habiter dans ces immeubles de la mutualisation de services de transport, donc des voitures partagées, des buanderies partagées, des pièces à vivre partagées qui permettent donc à ces gens-là de recevoir de la famille de temps en temps, mais sans avoir une pièce supplémentaire, sachant que ces pièces pouvant être partagées par plusieurs groupes de familles, mais aussi de négocier un certain nombre de services avec des prestataires qui, en massifiant ces services, permettent de rendre des services moins chers pour ceux qui en bénéficient. Et donc, ces résidences-là, ces résidences sur lesquelles on travaille depuis plusieurs années dans le cadre de la Think Tank d'HEC Entreprises et Pauvreté,
qui permettent donc à des familles monoparentales, des gens qui sont même pas accessibles aux logements sociaux, de pouvoir habiter dans un habitat sain, en pouvant vivre dignement. Donc en améliorant ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire en diminuant au maximum les dépenses contraintes et en faisant en sorte que ces personnes, avec des familles, avec des enfants souvent, puissent vivre normalement en n'ayant pas l'angoisse de la fin du mois, sachant qu'il va falloir qu'on concilie de plus en plus l'angoisse de la fin du mois avec l'angoisse de la fin du monde. Donc c'est un modèle qu'on souhaite développer. On va avoir des premières résidences qui vont être livrées dans les mois qui viennent, donc de ce concept building des logements ultra-sociaux. Bien sûr, c'est pas suffisant, il faudrait qu'on puisse en construire beaucoup plus. Pour cela, on demande donc du mode dérogatoire au pouvoir public pour pouvoir se construire avec des normes de construction qui nous permettent de nous affranchir d'un certain nombre d'obligations qui renchérissent aujourd'hui le coût de construction, notamment des nombres de parkings aujourd'hui qui ne se justifient pas compte tenu de l'obligation que nous avons tous de diminuer donc l'utilisation de la voiture individuelle pour les déplacements du quotidien. Donc il faut revoir absolument ces modèles constructifs, enfin pas tellement les modèles constructifs, mais les obligations qui entourent ces modèles constructifs pour arriver à des normes qui nous permettront de construire efficacement, sans fioriture, et en évitant des standards qui sont certes, qui ont été voulus par le législateur, qui sont certes, qui partent d'une bonne intention, mais qui dans beaucoup de cas ne se justifient pas. Donc, bon, il y a beaucoup à faire aussi dans les autres métiers du groupe, et en C3D, on travaille pour trouver des solutions les plus inclusives possibles, sachant que ça ne sert à rien pour nous de continuer de faire ce qu'on appelle de trouver des solutions montées en gamme pour toujours essayer de se différencier par rapport à ceux qui ont les moyens de se payer les produits et les objets. La base de la pyramide est bien plus importante. Et la responsabilité morale des entreprises, c'est aussi de proposer des solutions qui sont accessibles en fait au plus grand nombre. Et pas simplement en France, bien sûr, parce que bon, les Français sont des râleurs, on le sait, ils ont des bonnes raisons de râler, mais ceux qui ont l'occasion d'aller aussi un peu à l'étranger, les Français feraient bien de faire preuve d'un petit peu plus de raisonnement dans leur colère, car lorsqu'on regarde ce qui se passe dans les autres pays, y compris en Europe, et je ne vous parle pas des pays africains ou de beaucoup de pays en Asie, on fait partie quand même des nantis et des ultra-nantis, et même les gilets jaunes sont des ultra-nantis par rapport à ce que moi je peux voir à l'étranger. Et donc, c'est un peu détestable de voir les modes de manifestation de colère de ces populations qui, certes, souffrent, personne ne le nie, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Donc, il faut aussi faire preuve de discernement et d'éducation pour montrer un petit peu qu'on est loin d'être les plus mal logés d'un point de vue social. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, les grands groupes ont vraiment des grandes responsabilités dans ce domaine-là, sur l'accès à l'eau, l'accès à l'énergie, l'accès au logement, l'accès à la mobilité douce, décarbonée et moins chère. Donc, ça ne passera, si on veut que ce soit moins cher, que par des solutions de mutualisation. Il faut savoir que les bâtiments aujourd'hui, publics et privés, mais je prends l'exemple des bâtiments publics, par exemple, sont utilisés entre 15 et 20-25% du temps. Une école, par exemple, c'est utiliser le temps de l'école, ce qui est une bêtise absolue. Aujourd'hui, on peut facilement, comme ça se fait dans les pays nordiques, augmenter le temps d'usage de ces infrastructures. Je vous donne un exemple. Il y a énormément de villes en France où les jardins pour enfants équipés sont dans les cours d'école, mais lorsque l'école est fermée, bien sûr, ces jardins ne sont pas accessibles aux élèves, aux enfants. Et les municipalités sont obligées de recréer des jardins pour enfants à l'extérieur des écoles, ce qui double les coûts, bien entendu, sous prétexte que pour des raisons juridiques ou de sécurité ou je ne sais quoi, eh bien, on ne peut pas rentrer dans le périmètre de l'école hors heure ouvrable de l'école.
bon, ça conduit à doubler ces infrastructures, ce qui est un gaspillage d'argent public tout à fait considérable, alors que dans d'autres pays, eh bien, ces infrastructures sont accessibles à tout moment dans la journée, et ce qui me paraît tout à fait raisonnable. Et c'est vrai pour tout un tas de bâtiments publics aujourd'hui, mais c'est vrai aussi pour les bâtiments privés, bien entendu, qui ne sont pas mutualisés, qui ne sont pas mutualisables. Et je pense qu'il y aurait moyen de faire évoluer la fiscalité sur la base de si le bâtiment n'est pas utilisé sur une chronotopie la plus longue possible, la plus large possible, eh bien, on paye plus d'impôts. Je vous donne un exemple pour être concret. Vous avez un bâtiment, on va prendre l'exemple d'un bâtiment privé, un siège social par exemple. Bon, dans un siège social, il est évident qu'il y a des zones qui doivent être sanctuarisées, qui ne doivent pas être accessibles à n'importe qui, etc. C'est une évidence. Mais il y a aussi souvent des parkings, il y a des salles polyvalentes, il y a des restaurants d'entreprise, il y a un rooftop, il y a des salles de réunion, etc. Et ça, ces infrastructures-là, elles sont structurellement sous-utilisées parce qu'elles sont utilisées en temps ouvrable et encore pas tout le temps. Mais le soir, la nuit, les jours fériés, eh bien, c'est des infrastructures qui ne sont pas utilisées du tout. Et il y aurait moyen aujourd'hui très facilement d'organiser, notamment avec le numérique, une porosité entre l'activité de l'utilisateur principal et comment l'utilisateur principal pourrait sous-louer en fait les espaces vides à des utilisateurs secondaires ou tertiaires, de manière à augmenter ce qu'on appelle l'intensité d'usage des infrastructures. Et ça, on le fait déjà, on a quelques exemples en France et à l'international, où on peut doubler le temps d'usage d'une infrastructure. Si vous doublez le temps d'usage d'une infrastructure, vous avez besoin de moins d'infrastructures. Ce qui est excellent pour la biodiversité, parce que moins d'infrastructures, c'est moins d'artificialisation des sols. C'est des infrastructures qui sont plus rentables, parce que vous avez des utilisateurs, bien sûr, qui, lorsqu'ils utilisent l'infrastructure, eh bien, deviennent des providers de ressources pour cette infrastructure, pour la maîtrise d'ouvrage, et donc on amortit plus facilement le bâtiment. Le bâtiment est en étant plus utilisé, eh bien, s'entretient mieux et a une possibilité d'avoir des équipements de meilleure qualité. Donc, il est impératif aujourd'hui de travailler sur cette intensité d'usage pour les bâtiments publics et privés, de flécher la fiscalité dans ce sens-là, de manière à construire moins mais construire mieux et avoir des infrastructures qui sont utilisées sur des pas de temps beaucoup plus importantes. C'est détestable de voir dans les villes des bâtiments qui sont fermés les 3/4 du temps, qui ne servent à personne, qui n'ont pas d'utilité sociale et qui consomment de l'espace public et qui, pour les construire, ont nécessité énormément d'énergie grise et énormément de matériaux. Donc les solutions existent. Hélas, on manque beaucoup de courage politique, on manque beaucoup de lucidité également. Les entreprises proposent des solutions, elles doivent être écoutées, mais on ne peut pas faire tout seul. Il y a évidemment un alignement de planètes à opérer pour y arriver. Heureusement, il y a de plus en plus d'élus, notamment des élus écologistes, qui ont conscience de ce qui est en train de se passer et avec lesquels on va pouvoir enfin discuter. Et ce qu'on ne peut pas faire, bien sûr, en France, on pourra sans doute aussi le faire à l'international, ce qui pourra d'ailleurs inspirer in fine nos décideurs. Merci Fabrice. Nathalie, je te laisse faire la transition avec Eric. Oui, donc merci beaucoup Fabrice. Et donc on va, Eric, partager avec Eric Souveyran donc les enjeux qui sont plus en lien avec l'agriculture. Donc on passe du bâtiment et de la construction au champ. On vous fait voyager. Et donc Eric, vous êtes vice-président One Planet One Health et du cycle eau chez Danone. Donc en fait, vous êtes responsable de l'agenda développement durable de Danone. Ça inclut le changement climatique, la ressource en eau, l'agriculture régénératrice, l'économie circulaire et les droits humains. Et vous êtes aussi le directeur général du Fonds Danone pour l'écosystème. Donc voilà, vous avez rejoint Danone en 2010, je crois. Vous avez lancé une gamme de produits justement pour la base de la pyramide, pour faire le lien avec ce que disait Fabrice Bonifay sur l'accessibilité des constructions. Et vous avez fait du marketing chez Danone pour Activia et Vitalinea. Et vous avez aussi été en charge de tout le sourcing du lait pour l'Europe chez Danone.
Voilà, donc merci de vous joindre à nous et je commence par une première question. Donc, comment Danone s'est organisé, a organisé ses achats pour faire face à la crise du Covid et favoriser une agriculture qui soit plus vertueuse et inclusive? Merci, merci Nathalie, merci de votre invitation. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Évidemment, l'agriculture, elle est au cœur de la transformation qui a été décrite à la fois par Christelle et puis aussi par Huguette. C'est un élément central parce que ça fait partie des besoins vitaux et évidemment de l'humanité et que les changements auxquels on est confronté, climatiques et sociaux, ont un impact direct sur cet élément structurant. Et on le voit bien dans la crise du Covid aujourd'hui, où même si tous les faits encore ne sont pas avérés, je dirais de manière parfaitement scientifique, il y a un lien probablement direct entre la dégradation de la biodiversité et les problèmes de zoonose auxquels on est confronté et qui probablement vont se multiplier. D'ailleurs, plus de 2/3 des récentes maladies infectieuses sont issues de zoonoses. Et cette destruction de la biodiversité, elle est directement liée aussi à la manière dont on utilise nos terres arables et nos sols. Et ça, il y a un lien évidemment forcément très ténu. Et dans cette crise du Covid, on le voit que ce qui se passe à l'autre bout de la planète affecte tout le monde, que ce soit dans le Lot, en région parisienne, dans le Jura. Voilà, on fait partie de la même humanité. Mais je pense qu'on est aujourd'hui dans une phase où quelque chose est en train de changer. Et je vais revenir sur votre question, Nathalie, où on voulait sauver la planète, et là, maintenant, on rentre dans une phase où il faut sauver l'humanité. Et là, ça change, à mon avis, la perspective du problème et sa portée. Et cette crise du Covid, elle a remis au centre des préoccupations, et je pense que c'est aussi une chose qui est positive, l'inclusion, qui est ce sur laquelle le Fonds Danone pour l'écosystème a été créé pendant la crise financière de 2008, qui a été de se dire une entreprise ne peut pas se développer si elle n'est pas dans un écosystème social qui lui-même se porte bien. Et d'où la décision à l'époque de nos actionnaires de doter ce fonds de 100 millions d'euros pour intervenir dans notre chaîne de valeur et dans cette chaîne de valeur, la rendre la plus inclusive. Et ça n'a jamais été aussi, je dirais, pertinent que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, votre question qui était comment est-ce qu'on a réagi par rapport à cette crise, par rapport à la déflagration à laquelle on a été confronté. D'abord, ça a été de se dire comment est-ce qu'on s'assure que notre maillage, si je prends l'exemple de l'Europe, des 3500 fermes avec lesquelles on travaille au quotidien en direct, parce que ça, c'est une des spécificités que l'on a, c'est qu'on collecte du lait en direct tous les jours auprès de nos agriculteurs sur près de 3500 fermes en Europe. Comment est-ce qu'on s'assure que ce lien-là n'est pas rompu? Donc, ça a voulu dire mobiliser ces équipes, s'assurer qu'on puisse collecter le lait et s'assurer aussi qu'on puisse l'utiliser. Et donc, ça a demandé aussi de la part de nos collaborateurs une mobilisation intéressante. On a eu une réflexion d'ensemble sur comment est-ce qu'on utilise ce lait-là. Et donc, on a changé nos gammes, changé nos productions. Ça a demandé beaucoup de flexibilité pour pouvoir utiliser le lait que l'on collectait et donc pouvoir le payer à nos agriculteurs sans qu'il y ait de discontinuité par rapport à cet aspect-là. Donc ça a été une de nos premières réactions, je dirais un petit peu instinctive, qui a été de se dire de mettre ça en place et les équipes ont été mobilisées de manière remarquable. Puis après, on s'est rendu compte que dans beaucoup de notre chaîne de valeur, il y avait une disruption par rapport à cet effet vraiment qui crée un problème de cash et de working capital pour beaucoup de fonds de roulement. Et on a décidé à l'époque de mettre en place une ligne de crédit de 300 millions d'euros de manière à aider nos 15 000 fournisseurs, nos petits fournisseurs. Donc, ce n'était pas du crédit, mais c'est des facilités de paiement, de manière à ce qu'on puisse les supporter dans cette étape-là. Et pour ce qui est du Fonds Danone pour l'écosystème, donc qui sont vraiment la partie la plus sensible et la plus impactée par ces changements, je pense aux chiffonniers en Amérique latine, je pense à tous nos réseaux de mom and pop stores au Mexique,
en Indonésie qui ont été complètement disruptés, enfin, qui ont vraiment été face à un mur à ce moment-là, ça a été de s'assurer que ce pourquoi on avait milité et on avait investi depuis 10 ans n'était pas complètement détruit. Et donc, on a pris une décision à ce moment-là assez radicale qui était de dire qu'on était prêt à utiliser l'ensemble des fonds qui restaient dans le fonds Danone écosystème pour s'assurer de la continuité de ces projets-là jusqu'à près de 4 millions d'euros. Voilà, donc ça, c'est des actions en fait assez concrètes qui ont été le temps, je dirais, de la réaction par rapport à ça. Et on s'est rendu compte véritablement de l'importance de cette interconnexion et du lien qui a été maintenu dans nos chaînes de valeur. Ça, c'est quelque chose à laquelle on croit énormément. Et si je transpose ça à votre question, qui est, mais finalement, dans le système alimentaire, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut l'adapter face aux enjeux climatiques et sociaux et le triptyque dont parlait Christelle au début de la discussion. Pour moi et pour nous, en fait, chez Danone, on a construit un système alimentaire qui est moribond aujourd'hui et qui est cassé. Hein. On l'a dit, notre PDG l'a dit, un système qui s'est linéarisé, qui a mis la course au volume de production comme était le seul élément, je dirais, qui permet d'aiguiller en fait le signal économique pour les acteurs du système, à tel point qu'on a créé un système où on a déconnecté le consommateur de ce qu'il mange. On a créé des chaînes de valeur qui ne sont pas efficientes d'un point de vue écologique, et loin de là. Et en plus de ça, qui acceptent de perdre 30% de ce qu'ils produisent. Ce qui est complètement fou, en fait. Hein. Donc, on est dans un système alimentaire où aujourd'hui, il faut qu'on repense complètement sa manière de fonctionner. À la fois, passer d'une agriculture qui est perçue comme un problème aujourd'hui à une agriculture qui est une solution, parce que l'agriculture, c'est la biodiversité, c'est le choix, c'est la capacité de mettre du carbone dans les sols, d'apporter une solution climatique. Et donc, tout notre enjeu de l'agriculture régénératrice, et on s'est engagé, par exemple, en France, à transitionner 100% de notre sourcing agricole vers de l'agriculture régénératrice à 2025. On a investi depuis 2 ans près de 40 millions d'euros dans cette transformation-là. Hein, et c'est aujourd'hui un enjeu majeur pour nous. Il y a un deuxième enjeu que Fabrice Bonifay, je pense, commençait dans son secteur et dans ce qu'il voit, l'évoquait, et on pense qu'on a besoin du régulateur, on a besoin du législateur pour créer des conditions qui permettent de faire ça. Et une des conditions importantes, c'est de changer les règles du jeu et de s'assurer que les externalités produites par une activité, si elles sont positives, doivent générer une rémunération pour les agriculteurs, et si elles sont négatives, elles doivent être pénalisées. Et il faut qu'on se dise les choses. Si on ne le fait pas, ce n'est pas le modèle économique en lui-même qui est faux, c'est les règles du jeu. Hein, le libéralisme en lui-même, et ça c'est ma conviction, n'est pas mauvais. Hein, ce qui est mauvais, c'est les règles du jeu qu'on utilise. Le libéralisme, dans le sens où c'est la créativité, l'innovation, la frugalité, parce que l'efficacité, c'est aussi ça. Hein, c'est la frugalité, c'est comment faire plus avec moins. Hein, donc c'est tout à fait compatible avec un agenda environnemental. Le problème, c'est que les règles du jeu ne prennent pas en compte les externalités. Et donc, le signal prix que j'ai appris quand j'étais en école de commerce, soi-disant qu'être efficient, c'est faux, ça ne marche pas. Il faut arrêter d'enseigner ça aux écoles, il faut l'adapter. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc, pour nous, vraiment, cette transition des pratiques, elle doit se faire, et je m'arrête là, et ravi d'y revenir plus en détail, elle doit se faire par fondamentalement une nouvelle manière de rémunérer l'agriculture. Hein, et ça, c'est très important, et de repenser finalement la manière dont on répartit la valeur dans la chaîne de valeur de l'agriculture. Et c'est vraiment important. C'est comme ça qu'on arrivera à transitionner, à faire de l'agriculture qui peut être perçue comme un problème aujourd'hui, une solution pour les enjeux auxquels on va être confronté dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Éric. Je profite de cette petite pause pour signaler à tous nos auditeurs que s'ils souhaitent poser des questions, ils peuvent le faire sur le fil général et qu'on utilisera le temps qui nous reste. Il nous reste qu'une grosse dizaine de minutes pour poser des questions.
On en a déjà une qu'on adressera à Monsieur Bonifay. Juste, Eric, très rapidement, par rapport à ce besoin croissant qui est ressorti de la crise du Covid sur la localisation des productions, bon, le lait et beaucoup de matières chez Danone sont sourcées localement, mais sur les matières qui sont sourcées à l'international, et comment Danone répond à ce besoin de localisation de la production? Vous êtes en muet. Oui, très bien. Je pense que c'est un enjeu majeur et l'avantage, c'est que c'est un enjeu qui parle aux consommateurs. Donc, je pense qu'on peut créer des choses positives vers cet enjeu-là. Donc, aujourd'hui, chez Danone, il faut savoir qu'à peu près 95% de ce qu'on produit et ce qu'on vend dans un pays est produit dans le pays. Donc, on a finalement des chaînes de valeur qui sont très localisées. Notre lait en France, il est sourcé à moins de 53 km autour de nos usines. Donc, c'est pour moi un enjeu important. Il y a un enjeu pour lequel, aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les solutions, c'est la déforestation importée. Et ça, c'est un enjeu majeur, notamment dans l'alimentation animale. Et donc, on y travaille en relocalisant des productions de protéines localement en France. On a des pilotes en Normandie qui ne sont plus des pilotes maintenant, mais qui ont bien grandi pour reproduire du soja et ça fonctionne. Donc, c'est ce type de démarche-là qu'il faut mettre en place. Et c'est une manière, et je pense que c'est là où c'est intéressant, de recréer un système de polyculture élevage, notamment en France, c'est-à-dire d'avoir une activité qui a plusieurs activités elles-mêmes. Et je vois qu'il y a une question dans le chat qui est de dire, voilà, face au manque d'eau aujourd'hui, à l'augmentation du prix du fourrage, est-ce que vous aidez aux agriculteurs en augmentant le prix du lait? Ce qu'on a aussi mis en place chez Danone et ce que j'ai, pendant la crise laitière, commencé à mettre en place, c'est de changer en fait nos chaînes de valeur en payant le prix du lait sur le coût de production. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été repris après dans les EGA pour partie. Je pense que c'est vraiment important. Encore une fois, le signal prix, l'offre et la demande n'est pas efficient. Il faut repenser le système. Et donc, aujourd'hui, la moitié du lait qu'on achète prend en compte les coûts de production. Donc, si le prix du fourrage augmente, pour répondre à la question qui est posée, le prix de notre lait, automatiquement, augmente également. Ça, c'est une des manières aussi de changer la manière dont on approche cette transformation. Merci beaucoup, Eric. Je précise EGA, États généraux d'alimentation. Et je passe la parole à Christelle. Merci, Nathalie. Donc, en effet, je vois que la plupart des interlocuteurs, en tout cas, convergent sur un certain nombre de mesures, ou en tout cas de points de vue qui peuvent être récurrents. Je voulais redonner la parole à Madame la députée Huguette Tiegna, qui peut éventuellement réagir, ou en tout cas, peut-être que l'ensemble des interventions résonnent avec certaines initiatives de l'Assemblée nationale. Et on aimerait bien justement vous entendre en dire plus sur ces initiatives. Ah, je crois que vous êtes sans micro. Voilà. Merci Christelle. Effectivement, nos orateurs, chacun a décrit, chacun a donné des éléments vraiment exhaustifs et intéressants qui regroupent toutes les champs de l'écologie qui peuvent justement permettre l'inclusion des plus modestes. Je veux là parler du domaine agricole, où on a bien vu que même pour organiser les circuits courts pendant le Covid, il fallait aussi du numérique. Et le numérique sur le territoire, c'est vrai que nous avons encore des zones blanches, mais la situation tend à s'améliorer suite aux engagements de l'État dans ce sens. Monsieur Eric a parlé de ce que Danone fait en lien avec les agriculteurs. Et là aussi, on voit bien qu'aujourd'hui, nos agriculteurs, ils ont cette difficulté-là, surtout quand ils sont de petite taille ou quand ils viennent de s'installer. Moi, je parlerai d'inclusion des agricultures et des agriculteurs par les grandes enseignes. Sur ce point aussi, nous avons travaillé pendant le confinement avec les grandes enseignes, notamment du Lot, pour arriver à écouler la production locale qu'on n'arrivait pas à écouler parce que ce sont des produits
des saisons qui ne peuvent pas se conserver longtemps. Je vais parler du fromage, des fraises ou des laïons du Quercy à l'époque. Donc, nos agriculteurs ont besoin aussi de cette solidarité-là de la part des grandes enseignes. Monsieur Delanoë a parlé de l'éducation. Je pense que dans les ODD, les objectifs de développement durable, l'éducation est vraiment importante et c'est pour ça que nous avons demandé au ministre de l'enseignement, de l'éducation, M. Blanquer, d'introduire cette notion justement dans les écoles, parce que nous sommes là en train de préparer le monde de demain et sans éducation, on n'y arrivera pas. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons voté plusieurs initiatives. Je vais parler de la prime Rénov qui a été lancée le 1er janvier 2020 et qui permet de financer les travaux de rénovation pour les ménages les plus modestes. Et le montant de cette prime-là varie en fonction des matériaux et des équipements, mais elle peut aller jusqu'à 20 000 € pour un logement et pendant une durée maximale de 5 ans. À travers ça, il faut voir aussi les artisans qui vont faire ces travaux. Je pense que c'est une façon aussi de créer des emplois sur le territoire et de faire en sorte que de nouveaux artisans s'installent. Je disais tout à l'heure à Christelle que le Lot était le deuxième département le plus vieux. Vous comprendrez donc qu'on a besoin de nouvelles main-d'œuvre et que c'est en créant des emplois sur le territoire que nous allons y arriver. La semaine dernière, nous avons voté la loi territoire zéro chômeur. Je pense que c'est très important pour l'inclusion aussi. Et il y a 50 nouvelles expérimentations qui vont être déployées sur le territoire et ça permet de lutter contre cette précarité qui est liée aussi au chômage longue durée. Monsieur Delanoë avait aussi parlé du coup de pouce vélo. C'est vraiment quelque chose qui a marché sur les territoires et c'est un fonds justement qui a été doté de 20 millions d'euros et qui permettra en tout cas de faire de nombreuses réparations dans les années à venir. Le plan de relance a prévu aussi d'augmenter les dispositifs de MaPrimeRénov'. Mais sur ces questions-là, ce que certains nombres de personnes nous disent, notamment une partie des Gilets jaunes, c'est que là, nous investissons dans le travail et ils ne travaillent pas. Donc, pour réussir à remettre les gens à l'emploi, je pense que ça peut passer justement par cette inclusion dans les nouveaux métiers dans le domaine de l'inclusion et dans le domaine de l'économie circulaire. Mais il faut aussi qu'on arrive à, on va dire, il faut qu'on arrive à, je ne dirais pas sélectionner, mais il faut qu'on arrive à cibler ces personnes qui sont dans ce besoin. Et ça, je pense que c'est aussi le rôle des départements qui, eux, s'occupent justement des personnes qui sont au RSA. Que dire de plus, si ce n'est que pour conclure, il y a aussi un projet de soutien des agriculteurs qui souhaitent adapter leur système agricole pour réduire l'impact environnemental en aidant à la création ou à la reprise de 1000 restaurants éco-responsables dans les communes rurales. Je pense que ça, c'est aussi une bonne nouvelle pour des communes qui souhaitent s'engager dans cette perspective-là et ça permettra d'accompagner l'écoulement des produits locaux qui seront bien sûr mis à disposition par nos agriculteurs. Au-delà du plan de relance, nous avons le PLF 2021 dans lequel il y a beaucoup de mesures qui vont concerner aussi les personnes les plus modestes. Et ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et ça, je pense que c'est important pour nos concitoyens. Ouais. Merci Huguette Tingla, Madame la députée. Nathalie, peut-être que tu as d'autres questions à la fois pour donc Emmanuel. Alors, on a une question à l'intention de Monsieur Boniface, je pense, sur la mutualisation des infrastructures et une question qui était posée sur la sécurité.
Je propose qu'on aborde cette question rapidement, puis il nous faudra malheureusement conclure. Et on vous propose de prendre vos questions de toute façon et de les faire suivre par la suite si besoin. Voilà. Oui. On manque de temps. Sur la question de la sécurité, franchement, ce n'est pas du tout un problème, hein. Les constructeurs et les facility managers, les community managers qui gèrent les bâtiments savent gérer les différents types d'espaces et l'accessibilité à ces espaces pour garantir la sécurité des infrastructures dès lors qu'il y a des accès différenciés pour différents types d'utilisateurs. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait maîtrisées aujourd'hui, hein. Donc, ça ne doit pas en tout cas servir d'excuse pour dire ben non, ce n'est pas possible parce qu'il y aurait des problèmes de sécurité. Non, c'est une fausse excuse. D'autant que au-delà de la gestion pratique de ces différents types d'espaces qui pourraient être associés à une architecture qui serait adaptée, il y a aussi maintenant le numérique qui permet de gérer ça de façon intelligente. Puis il y avait une deuxième question aussi sur la construction bois avec des matériaux biosourcés, qui là aussi pourraient être issus, ces matériaux, de nos territoires, parce qu'on a beaucoup de bois et beaucoup de forêts en France qui sont relativement mal gérées aujourd'hui, en tout cas pas pour le bois de construction. Donc bien sûr, là, il ne faut pas faire n'importe quoi, car il faut ne pas prélever plus que ce que la nature est capable de produire. Et il faut le faire intelligemment en respectant les essences, etc. Mais bon, tout ça, c'est des choses qui sont pas de l'ordre de l'impossible et qui permettraient en tout cas de mieux équilibrer les différents modèles constructifs avec les différents types de matériaux qui sont à notre disposition. Donc, de passer du tout béton au tout bois, ça n'a guère de sens, parce que de toute façon, ce n'est pas possible, il n'y aura pas assez de bois. Par contre, de mieux équilibrer entre la construction bois, là où il y a du bois, la construction terre crue, là où il y a la terre crue, de promouvoir surtout la réutilisation des matières premières pour la reconstruction neuve, c'est-à-dire de booster en fait le réemploi. Et pour booster le réemploi, là encore une fois, c'est une question de volonté des maîtrises d'ouvrage publics et privés de prescrire le réemploi lors des appels d'offres pour que les constructeurs que nous sommes soient tenus de trouver des solutions avec des matières premières secondaires, ce qui aujourd'hui n'est jamais le cas. Donc, c'est une grave lacune de la loi sur l'économie circulaire qu'on ne puisse pas aujourd'hui incorporer dans les constructions neuves plus de matières premières secondaires pour la construction. Il y a des solutions aujourd'hui, il y a plein de pays où ça marche très bien. Et aujourd'hui, il y a des stocks énormes de matières premières secondaires issues de la déconstruction. C'est 270 millions de tonnes, 40 millions de tonnes rien que pour la construction. Et tout ça, c'est jeté, c'est mis dans des centres d'enfouissement, c'est mal valorisé, ça consomme beaucoup d'énergie grise de refaire ces matériaux. Donc, c'est une ineptie complète. Alors, on sait d'où ça vient, mais c'est une ineptie complète de continuer de maintenir ces modèles du 19e siècle. Donc, tout ça, c'est possible. Il n'y a pas de difficulté technique. C'est juste un alignement de planète entre une volonté politique, entre des maîtrises d'ouvrage qui prennent leurs responsabilités en devenant prescripteurs de solutions écologiques. Et ensuite, c'est aux professionnels que nous sommes de nous adapter et de trouver des solutions. Mais on ne peut trouver des solutions que si on nous demande ces solutions. Merci Fabrice. Et Emmanuel, peut-être que ça résonne pas mal par rapport au principe de permaéconomie sur lesquels vous travaillez. Est-ce que vous voulez commenter En 2 mots, tout ce qui a été évoqué, je suis complètement en phase avec ça. C'est vraiment des questions de modèles économiques qui s'inscrivent dans des règles du jeu qui ne sont pas différentes, qui sont juste mieux comprises. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le déni de règles du jeu qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas lire et pas comprendre. Mais si on intégrait vraiment cette notion d'externalité, effectivement, si on intégrait cette question, par exemple, de l'énergie grise qui a été évoquée par rapport au bâtiment, en augmentant les taux d'utilisation, effectivement, on résout une grande partie du problème. Et je voudrais juste une dernière chose, et si j'ai encore 15 secondes, même pas, la crise des gilets jaunes est partie d'un malentendu qui était que l'énergie était trop chère, le carbone, la taxe carbone, etc. En fait, non, ce n'est pas l'énergie qui est trop chère. Au contraire, l'énergie n'est pas assez chère dans notre pays. Et il y a donc une incitation à automatiser, à délocaliser et être dans une économie du jetable. C'est le travail qui est trop cher. Et en fait, si par levier fiscal et
permet de dépasser le coup de pouce ponctuel des subventions, et on est sur des transformations qui vont être structurelles là, par le levier fiscal. Si on augmente la fiscalité sur l'énergie, si on baisse la fiscalité sur le travail, il y a une forte incitation à rentrer dans des activités plus intenses en travail, moins intenses en énergie, et donc on va recréer de l'emploi partout sur les territoires. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire aujourd'hui, et ça va vraiment impulser une transition écologique et solidaire. Merci Emmanuel pour ce mot de la fin, voilà, qui donne du grain à moudre à notre gouvernement. Merci à tous vraiment pour votre participation, une diversité de témoignages, à la fois des visions qui ont été exprimées, des illustrations, des exemples, des propositions concrètes, du grain à moudre pour nos décideurs dont vous faites tous partie. Je n'aurai pas le temps de faire une synthèse qualitative, donc nous allons y travailler, elle sera disponible sur notre site web. Et donc, merci beaucoup à tous et aux membres de Le Plus Important qui ont aidé à la préparation de ce webinaire, particulièrement Christelle, Mathias et toute la bande. Voilà. Nous continuons l'aventure des webinaires. Nous en avons encore 3 d'ici la fin de l'année. Le prochain est en octobre sur le Green Deal, puisque nous ne sommes pas tout seuls. Il y a aussi l'Europe pour nous aider pour faire face à tous ces enjeux. Voilà. Un grand merci à vous tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci beaucoup. Au revoir, merci.